Mon premier invité de ce ActuNet saison 3 est une blogueuse ivoirienne dont la réputation n'est plus à établir. Classée par le magazine Jeune Afrique parmi les 50 jeunes qui font bouger la Côte d'Ivoire, Edith Brou est notamment à l'origine de quelques campagnes qui ont très bien marché, comme Moussé contre Ebola. Elle a été pendant longtemps digital manager dans l'une des plus grandes agences de communication digitale en Côte d'Ivoire et est depuis quelque temps à la tête de sa propre agence. Nous l'avons rencontrée il y a de cela quelques mois à Dakar, au Sénégal. Salut Edith. Bonjour Annie. Alors, en feu? Enfin oui, après de longues péripéties et des rendez-vous manqués. On se retrouve ici à Dakar. Est-ce que c'était important pour toi d'être ici au Festival en Afrique des blogueurs et youtubeurs? Oui, déjà le thème Festival des blogueurs et des youtubeurs en Afrique m'a interpellée parce que c'est, on va pas dire que c'est forcément la première fois, mais je veux dire que c'est vraiment symbolique de par son gabarit et de par le fait que bon, on a des blogueurs venant du Kenya, de l'Algérie, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire qui se réunissent ici depuis 3 jours à Dakar. Donc il était important pour moi d'y participer et de pouvoir rencontrer également des personnes que je connais déjà et d'autres que je découvre également. Alors vous êtes à fond, je vais dire, dans la vie du digital. Est-ce que lorsqu'on mène ce genre de vie, on a tendance à être déconnecté de la réalité? On a souvent ce petit reproche-là qu'on fait. Qu'est-ce que toi tu en penses? Oui, c'est possible parce que quand on est passionné par quelque chose, des fois on se déconnecte des autres choses. C'est comme un passionné de peinture, il va rester dans son laboratoire pendant une semaine, il ne va pas sortir, il ne va pas manger parce qu'il est passionné. Donc c'est un peu pareil pour le digital. Tous ceux qui sont passionnés dans le domaine digital, qui travaillent dedans, que ce soit des développeurs, que ce soit des graphistes, que ce soit des stratégistes dans le domaine, sont vraiment impliqués là-dedans. Donc des fois, on peut penser que le fait de tout le temps rester devant son ordinateur, préférer rester à la maison ou sur sa tablette ou son téléphone, donne un côté un peu désocialisé de la personne. Mais il n'en est rien parce que de toute façon, même si des fois on est un peu loin du physique, les réseaux sociaux sont censés nous rapprocher, l'internet est censé nous rapprocher de quelqu'un qui est à Singapour. Donc l'un dans l'autre, c'est vrai qu'il y a des côtés négatifs, mais on essaie de les diluer un temps soit peu et d'être présent à ce genre d'événement pour toucher les personnes qu'on a l'habitude de fréquenter par mail ou bien via Facebook ou Twitter. Être aujourd'hui une des personnes les plus influentes du web ivoirien, quand tu jettes un regard en arrière, qu'est-ce que tu te dis? Je dis en fait que ça me dépasse parce que je ne m'attendais pas à ça. Je suis têtue. Quand je fais quelque chose que j'aime, j'y vais à fond. Et j'ai envie d'impacter les plus jeunes à se rendre compte qu'on n'est plus dépendant forcément des matières premières. Comme le cacao, même si c'est toujours important, ou bien les ressources minières. On va dire que c'est un héritage de nos parents. Mais voilà, l'Internet, c'est une denrée qui n'est pas palpable. Le numérique n'est pas palpable. Les datas ne sont pas palpables en griffe. Ils sont mesurables, mais ils ne sont pas palpables. Et c'est un moyen pour les jeunes Africains qui se plaignent de chômage, de pouvoir le résorber à leur manière, de gagner 6 mois d'avance sur leurs professeurs à l'école ou à l'université. Donc c'est un moyen puissant pour pouvoir, et les femmes et les jeunes, s'émanciper. Et moi, je l'ai compris très tôt. J'ai créé mon métier sur place en Côte d'Ivoire, le community management, dans lequel j'ai débuté, parce que je ne me voyais pas faire la fonction publique comme mes parents le voulaient, parce que ça ne me disait absolument rien du tout. J'ai choisi ma voie parce que le digital me le permettait, parce que c'est un domaine qui est flexible. Donc là, aujourd'hui, je me rends compte que ce que je dis, des fois, touche certaines personnes. Je me rends compte que j'ai des personnes qui me suivent et quand je les rencontre dans la rue, bonjour, ça me dépasse. Je ne m'attendais franchement pas à ça. Et tu te dis que tu as une grande responsabilité parce que quand tu es invité à des conférences auprès de plus jeunes, à parler de ton métier, à les motiver à embrasser ton métier ou à créer des activités dans le domaine entrepreneur digital, tu te rends compte que tu n'es plus simplement quelqu'un, une jeune femme, mais tu as une responsabilité sociétale en fait envers ces personnes et tu te dois d'agir en ce sens en fait. Et toutes les actions que tu vas poser vont impacter positivement ou négativement ces personnes. Donc c'est une hyper grosse responsabilité auquel je ne m'attendais pas du tout parce que quand je reçois des messages en inbox de personnes que je ne connais absolument pas, je me suis dit waouh,
il y a quelque chose qui s'est passé et là, tu as intérêt à faire très attention parce que tu n'es plus juste pour toi, Edith Brou. Tu appartiens à tout le monde en fait. Et quand tu blogues, tu as par exemple ton blog, le web Edith, quels sont les sujets? C'est vrai que tu t'es intéressé sur ce blog-là, précisément de l'actualité IT. Pourquoi avoir choisi cette spécialisation-là? Parce que je suis une passionnée de high-tech. Je suis passionnée de science-fiction. Moi, je suis la génération Star Wars. J'ai regardé tous les Star Wars. Le premier Star Wars, c'est ce qui m'a fait penser qu'un jour, peut-être que je deviendrais, et ça c'est aussi un autre rêve, aller dans l'espace comme astronaute, pouvoir aller sur Mars. Ça c'est un autre rêve. Mais j'ai toujours été passionnée de science-fiction. Et quand j'ai découvert pour la première fois pendant le salon du livre à Abidjan, l'ordinateur, un ordinateur avec Internet surtout, ça a changé ma vie. Je me suis dit, waouh, je peux parler à quelqu'un depuis un ordinateur. Donc le digital, le high-tech, pour moi, c'est passionnant. Et en parler, c'est naturel. Je me sens plus à l'aise de parler de ça que de parler je sais pas, de rouge à lèvres ou de vernis. Je suis à la base un garçon manqué. Donc je me sens vraiment plus à l'aise de parler d'innovation, de technologie, d'actualité mobile que de pâtisserie. En tout cas, garçon manqué, on dirait pas. Je me suis améliorée parce qu'avant, c'est vrai que j'étais un peu garçon manqué, mais j'essaie de m'améliorer, de faire des efforts. Alors, mais tu es aussi créatrice, cofondatrice, disons, de Ayana Webin. Pourquoi cette nécessité de créer quelque chose destiné aux femmes, voilà. Oui, parce que aussi dans mes rêves, j'ai beaucoup de rêves. J'avais toujours voulu avoir une rédaction comme Elle, au Vogue ou au féminin.com. Avoir une rédaction féminine, mais de femmes qui écrivent pour le web. Donc de femmes africaines surtout, parce qu'on griffe les femmes africaines. À l'époque, on créait le magazine en 2011. La femme africaine, elle va sur Internet pour draguer, chercher les maris blancs. On trouve que voilà, il fallait changer cette perception. En fait, à côté, il y a d'autres. Voilà, on peut travailler entre femmes, jeunes femmes, dans le domaine du digital pour créer un magazine en ligne, écrire sur ce magazine sans se crêper les chignons, parce que les femmes se crêpent le chignon quand elles bossent ensemble. Et c'était ce défi-là, mais c'était surtout d'avoir une rédaction de féminine, de mode, de beauté, de corporate, sexualité et tout, mais écrit par des femmes. Et ça a été un challenge. Et avec mon associé, qui est mon ancienne voisine du lycée, mais amie également, Amie Kwame, on s'est dit, on partage la même passion, on a envie de faire un magazine, on va se lancer, on va le faire. On a écrit nous-mêmes tous les articles pour avoir au moins 2 ou 3 mois de contenu sur le site. Et à minuit, le 11 février, mon associé a réalisé la vidéo sur Windows Movie Maker, comme on était des amatrices. Et on a lancé le spot sur Facebook, on a tagué nos amis et puis automatiquement on a mis le premier article en ligne, la page Facebook, et c'est comme ça que ça a démarré. Alors vous avez été pendant longtemps la digital manager d'une grande agence du côté de la Côte d'Ivoire. Vous avez créé la vôtre, la Digital. Exactement dans ces milieux-là, en quoi consiste par exemple le travail d'une agence comme celle-là, une agence spécialisée sur le digital? On va dire que c'est un peu différent parce que c'est surtout de gérer la relation entre les marques et les influenceurs sur le web. Ça existe en Europe et l'objectif c'est de pouvoir vraiment mettre en relation, parce que de plus en plus les marques s'intéressent aux blogueurs, les marques s'intéressent aux influenceurs, donc c'est de les orienter dans le meilleur choix pour avoir des ambassadeurs qui pourraient coller à leur marque. Donc c'est vraiment un travail de relation publique. Donc, on mettait en exergue, par exemple, des stars, en relation des stars de football ou de la musique avec des marques. Là, aujourd'hui, il y a des marques qui recherchent des influenceurs. Exactement. Leur message, de plus en plus, c'est devenu récurrent. Les marques se tournent de plus en plus vers des personnes qui ressemblent à leur cible. Donc quelqu'un qui a l'habitude de publier des vidéos ou bien de faire des statuts qui sont intéressants et qui se retrouvent à 500-800 likes à chaque fois qu'il poste un statut, intéresse les marques par rapport aux analytics qu'il génère en fait et par rapport à l'influence qu'il a sur sa communauté. Donc des fois de manière subtile, c'est de pouvoir avoir peut-être une collaboration avec ces personnes sur peut-être la conception, je sais pas, d'un cocktail par exemple par cette personne pendant un atelier et ça diffusé sur la page Facebook ou le compte Instagram ou le compte Snapchat de la personne. Pour la marque, c'est une visibilité, on va dire, pertinente et beaucoup plus proche de la cible qui est présente sur les réseaux sociaux.
Donc, les footballeurs ont toujours leur influence, mais dans le domaine du digital, les marques se sont rendues compte qu'il faut passer par ces personnes, ces blogueurs, ces influenceurs pour toucher différemment leurs cibles. Alors, il y a un petit débat qui agite l'univers ivoirien aujourd'hui, par exemple. On a tendance à penser que ceux, justement, qui se font sponsoriser, les influenceurs qui acceptent d'accompagner des marques, sont, entre guillemets, des vendus. Quelle est la perception que toi, tu jettes sur cette interprétation-là, cette façon de penser? En Europe, ils sont décomplexés par rapport à ça. Aux États-Unis, ils sont très décomplexés par rapport à ça. Tout dépend de l'objectif que cet influenceur ou ce blogueur définit. Après, il y a des guidelines. Je veux dire que par exemple, tu publies, tu as été contacté par une marque pour parler de Levi's, parce que tu as un blog mode. Il veut faire une collaboration avec toi. À toi de définir les guidelines que tu veux avoir avec cette marque. Et à toi de connaître également ton audience. Si tu te rends compte que ton audience n'apprécie pas quand tu ne mets pas post ou article sponsorisé, tu t'adaptes, sinon tu vas perdre ta crédibilité, ton audience. Donc tout est dans la manière dont chaque blogueur et influenceur définit sa relation avec ses influences, avec son audience, comment elle réagit par rapport à ses collaborations qu'il a et par rapport à la relation avec la marque. Après, un blogueur ou un influenceur, selon le domaine dans lequel il se trouve, parce qu'on ne parle pas d'activiste, on parle de blogueur. Moi, je connais une blogueuse qui est spécialisée dans les vins et les spiritueux. Pour elle, elle sera forcément tout le temps invitée à des after-work, à des rencontres, à des dégustations de vins. Et à un moment, forcément, la marque va vouloir afficher des bannières sur son blog, va vouloir publier soit un communiqué de presse ou un article sponsorisé qui n'entache en rien, elle, les autres articles qu'elle réalise par rapport à son analyse d'un cocktail qu'elle aura bu dans un endroit ou dans un restaurant. Donc, après, c'est un métier. Chacun le définit. Si on veut en faire un métier, tant mieux. Si on veut en faire une passion, c'est un choix également. Mais moi, je vais dans 5 ans, dans 10 ans, où le jeune ou la jeune fille, depuis sa maison, écrit sur un sujet qui la passionne et elle se rend compte qu'avec ça, elle a la possibilité, si elle bossait quelque part, d'arrêter complètement ce qu'elle faisait et de se concentrer là-dessus pour en générer du business, tout en gardant sa crédibilité. Après, c'est un travail de crédibilité et de comment on se vend auprès d'une marque, pour ne pas être contrainte par cette marque et tout, et pour ne pas perdre aussi son audience. Il faut connaître son audience, comment son audience réagit, et quand vous connaissez comment votre audience réagit, vous savez générer des revenus, mais sans complexe. On ne peut pas se séparer sans que je ne vous pose cette question. Vous voulez mettre en lien des marques avec les influenceurs. Et il y a un débat justement qui est né du fait que lorsqu'on parle d'influenceurs, on regarde le nombre de followers sur Twitter, on regarde le nombre d'abonnés. Pour vous, quels sont les critères, s'il fallait en citer 3, quels sont les critères majeurs pour savoir que quelqu'un est influenceur ou pas du tout? Est-ce que le fait d'avoir plein de followers, est-ce que le fait de beaucoup tweeter ou de poster tout le temps sur Facebook, est-ce que ça fait de vous un influenceur? C'est quoi les critères qu'une agence comme la vôtre met en avant lorsqu'elle veut peut-être conseiller à quelqu'un de s'afficher avec un influenceur bien précis? C'est le plus important déjà, c'est l'interaction, l'engagement que vous avez avec une famille. Vous pouvez avoir 200 followers, mais quand vous publiez, c'est même 200 qui réagissent à vos publications. C'est une audience pertinente et surtout si c'est spécialisé. Si vous écrivez dans le domaine de la bourse, que vos 200 followers réagissent à chacun de vos articles en commentant, en partageant ou en likant ou en mettant en favori, c'est pertinent. Parce que vous pouvez avoir 200 000, 300 000, mais peut-être que c'est des comptes inactifs. Voilà, c'est des comptes inactifs qui n'existent pas. Si vous regardez dans les statistiques, et la plupart des agences ont la possibilité avec des outils de vérifier la qualité des followers, vous vous rendez compte que la plupart n'ont même pas de photos sur leur profil et la plupart ne viennent même pas à 30% du continent ou bien du pays dans lequel l'influenceur se trouve. C'est un critère déterminant pour la qualité de l'influenceur. C'est surtout l'engagement, au-delà du nombre de followers, parce que le nombre de followers déjà, ou le nombre de fans ou d'amis, est un critère qui interpelle déjà. Mais ensuite, il faut rentrer en profondeur avec des outils qui existent en ligne pour pouvoir analyser la qualité de ces followers, leur pays de provenance, le nombre de leurs followers à eux, parce que c'est important également. Si vous avez 50 000 qui ont un follower, c'est pas du tout pertinent. C'est un véritable travail scientifique que les agences qui travaillent dans ce domaine doivent pouvoir faire.
avant de déterminer si vous êtes influenceur ou pas. Alors Edith, je veux que tu me dises, au Cameroun par exemple, les entreprises, être sur le digital, ça commence tout juste à bouger, si je peux parler ainsi, la présence est encore très faible. On a l'impression qu'elles ne comprennent pas forcément l'intérêt. Quelle est la situation en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu penses que ça va évoluer? En Côte d'Ivoire, en tout cas, les entreprises ont compris. Parce que j'en connais beaucoup qui régulièrement recherchent des profils de community manager. Il y en a qui viennent de l'étranger pour s'installer, surtout les pays du Maghreb, qui viennent avec beaucoup d'agences s'installer, ou bien des marques qui viennent s'installer, qui recherchent à recruter des digital managers, des social media managers, des profils qui sont dans le domaine du digital. En Côte d'Ivoire, en tout cas, ça bouge. Donc moi, ce que je dirais après, par rapport au cas du Cameroun, je pense que ça va évoluer, forcément. Si on prend 2005 et qu'on le compare à 2016 maintenant, il y a une grosse évolution. Qui aurait pensé que de 512 kilobits par seconde, qui était une référence, on passerait à 1 mégabit, on va dire qu'il y a une référence, que vous avez une connexion, franchement, vous n'allez pas prendre 512 pour travailler avec. Donc, ça va évoluer, c'est inévitable, parce que les entreprises vont de plus en plus, si elles ne travaillent pas avec des agences digitales, vont de plus en plus internaliser au sein de leur service communication, ou même le détacher, un pôle digital. Parce qu'elles se sont rendues compte que pour toucher sa cible, aujourd'hui en 2016, il faut aller sur les réseaux sociaux. Et la nouvelle cible qui arrive, c'est-à-dire la génération Z, donc la génération de mes enfants, il faut commencer dès maintenant à travailler avec cette génération qui ne vit et qui ne respire que par Snapchat. Donc il y a un véritable intérêt des entreprises, qu'elles soient locales ou internationales. Et je pense que c'est surtout les entreprises internationales, lorsqu'ils viennent s'installer avec leurs multinationales, qui tirent vers le haut les entreprises locales en leur montrant que nous, on a compris. C'est par le digital qu'on va générer des ventes. Si vous restez à attendre, à nous regarder, on va tout récupérer. Donc, vous avez intérêt à vous mettre sur le digital et ça bouge en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'au Cameroun également, ça va bouger. C'est inévitable. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Je rappelle que Edith Brou a reçu le prix de l'entrepreneuriat féminin TIC 2016 dans son pays, en Côte d'Ivoire.